nos croyances créent notre réalité bien plus que la réalité ne crée nos croyances. On commence avec cette phrase un peu vertigineuse, je trouve. Oui, elle donne le ton tout de suite. Elle est tirée de notre source du jour, un module de formation en coaching holistique qui s'appelle Coachiolis. Et bon, on entend partout cette idée qu'on peut reprogrammer son esprit, non? C'est très à la mode, oui. Les affirmations positives, le mindset. Exactement. Mais comment ça marche vraiment? Au-delà des slogans. Aujourd'hui, on a une sorte de manuel d'ingénieur de nos croyances. Notre mission, c'est de voir si ce document nous donne une carte crédible pour explorer et peut-être dessiner notre architecture mentale. C'est tout à fait ça. Le document ne fait pas que lister des concepts, il essaie vraiment de nous montrer la plomberie cachée de notre esprit. D'où viennent ces convictions qui nous pilotent, hein. On va plonger dans ces filtres invisibles qui, au final, façonnent nos choix de tous les jours. Alors, allons-y. Première question qui a l'air simple comme ça. Comment naît une croyance? Ça ne sort pas de nulle part, j'imagine. Le document parle d'un processus de cristallisation. C'est presque un terme de chimie, ça. C'est une très bonne image. Le processus qu'ils décrivent se fait en 5 étapes. D'abord, tout part d'une situation déclenchante, un événement qui peut être anodin ou majeur, mais qui provoque une réaction. D'accord. Et ensuite? Ensuite, deuxième étape, une émotion forte ou non digérée. Il faut penser à de la honte, de la peur, un sentiment de rejet, quelque chose qui laisse une trace. Ah, donc c'est une sorte de blessure émotionnelle qui, qui ne cicatrise pas vraiment, en fait. C'est exactement ça. Et face à cette blessure, le cerveau, lui, il cherche une solution, une parade. C'est la troisième étape, la généralisation progressive. Il crée un raccourci. Voilà. Pour se protéger, il crée une règle. L'exemple donné dans le texte est très parlant. Une personne exprime son avis, on se moque d'elle. Le raccourci, ça devient quand j'exprime mon avis, on se moque de moi. C'est fou la vitesse à laquelle le cerveau peut tirer une conclusion aussi définitive à partir d'un seul événement. C'est un pur mécanisme de survie. Et ce raccourci, à force de l'emprunter mentalement, il se solidifie. C'est la quatrième étape, la formation de la croyance. La conclusion devient « je ne suis pas faite pour m'exprimer en public ». Et j'imagine que la dernière étape, c'est que ça change notre comportement. Évidemment, la personne va se mettre à éviter les prises de parole, ce qui va la priver de toute occasion de prouver à son cerveau que sa conclusion était fausse. Et la boucle est bouclée. Voilà, elle s'auto-alimente. Ce qui est dingue et un peu déprimant, c'est que notre cerveau a l'air d'avoir un faible pour ses conclusions négatives. Le document cite une étude qui montre qu'on intègre plus facilement les croyances négatives sur soi, même face à des preuves contraires. Mais est-ce que ça marche dans l'autre sens? Est-ce qu'une émotion de joie intense, de fierté après un succès, peut cristalliser une croyance positive? Du genre « je suis capable de surmonter les défis ». Ah oui, absolument, le processus est le même. Un succès marquant peut créer une croyance aidante très forte. Le problème, c'est ce qu'on appelle le biais de négativité. C'est-à-dire? C'est un héritage de notre évolution. Notre cerveau est câblé pour retenir plus facilement les menaces et les échecs. Donc il faut souvent plusieurs expériences positives pour contrebalancer une seule expérience négative un peu forte. D'accord, je vois. Donc on a cette croyance qui naît d'une émotion et qui s'est solidifiée. Mais où est-ce qu'elle se loge dans notre tête? Le document utilise la fameuse métaphore de l'iceberg pour ça. Oui, et elle est hyper parlante. Alors la partie visible de l'iceberg, la pointe, c'est notre conscient. La partie émergée, ouais. Voilà. Et ça représente, attention, à peine 5 à 10 de notre activité mentale. 5 à 10 C'est ça. Quand on entend ça, on a l'impression que notre volonté, c'est juste un petit marin sur un immense paquebot dont il ne contrôle pas la direction. C'est un peu ça. C'est effrayant et en même temps, ça déculpabilise, non? C'est exactement l'idée. Car l'immense partie immergée, les 90-95%, c'est le subconscient. Le pilote automatique. C'est ça. Il gère les habitudes, les réflexes, les émotions. Et surtout, nos croyances profondes. C'est là que vit la croyance « je ne suis pas faite pour m'exprimer en public ». Le petit marin sur le pont, il peut crier « on va à droite !» Mais si le capitaine dans la cale, le subconscient, a pour instruction d'aller à gauche, Le paquebot ira à gauche. Ça explique pourquoi le fameux yaka faucon se heurte si souvent à un mur invisible. précisément. Et le document va même plus loin, il mentionne une troisième couche, encore plus profonde, l'inconscient. Les mémoires refoulées, les traumatismes. Et cette distinction est cruciale. On peut débattre avec une croyance consciente, avec de la logique. Mais pour parler au subconscient, il faut un autre langage. Lequel? Celui de la répétition, des émotions, des symboles.
Le document cite une phrase de Carl Jung que je trouve géniale. Ce que vous ignorez de vous-même vous contrôle plus que ce que vous en savez. C'est vertigineux. Si la plupart de nos croyances sont sous l'eau, dans ce subconscient, comment on peut commencer à les identifier? Est-ce qu'il y a des grandes familles de croyances à surveiller? C'est une excellente question, et oui, la source propose une sorte de cartographie. Il y a d'abord ce qu'ils appellent les croyances héritées. Celle de la famille, de la culture. Tout à fait. Le fameux «il faut souffrir pour réussir» ou «ne te fais pas remarquer». Celui-là, on le connaît bien. Exactement. Ensuite, il y a les croyances systémiques qui viennent des normes de la société. Par exemple, la réussite se mesure à la richesse ou il faut être en couple pour être complet. Attends, donc certaines de nos croyances familiales sont peut-être justes. L'écho de croyances de la société d'il y a 50 ans. Souvent, oui. Les deux sont très liés. Et une troisième catégorie, très importante, les croyances protectrices. C'est-à-dire, Celles qui naissent d'un traumatisme, comme une stratégie de survie. Penser «je n'ai besoin de personne» ou «il ne faut faire confiance à personne», c'est une armure en fait. Et là où ça devient subtil, c'est qu'une même croyance peut jouer sur plusieurs tableaux. L'exemple «je dois tout faire seul». Ça peut être limitant, mais aussi protecteur, hérité et renforcé par la société. ce point sur les croyances systémiques, je le trouve fondamental. Parce que ça sort la question de la simple psychologie individuelle. On n'est pas tout seul dans sa tête avec ses croyances, en fait. Pas du tout. Et le document met un mot là-dessus, la croyance intériorisée. C'est une norme imposée par un contexte d'oppression. Le sexisme, le racisme. Voilà. Et cette norme est tellement répétée qu'on finit par l'absorber et la vivre comme si c'était notre propre vérité personnelle. Vous avez des exemples concrets tirés de la source? Oui, et ils sont très clairs. Pour les femmes, ça peut être «je dois être gentille et agréable pour être aimée». Pour les personnes racisées, «je dois travailler 2 fois plus pour être reconnue». Pour les personnes neurodivergentes, «je dois masquer qui je suis pour m'intégrer». Et ce ne sont pas que des impressions, hein. Les chiffres cités sont édifiants. 58% des femmes racisées s'autocensurent au travail. 58%. Et 70% des personnes neurodivergentes pratiquent ce masquage. Attendez, mais ça change tout, parce qu'on nous présente souvent le syndrome de l'imposteur comme un problème personnel, une petite voix dans la tête à réparer. Mais là, ce que vous décrivez, c'est que cette petite voix n'est peut-être pas la nôtre. C'est peut-être l'écho d'une pression sociale. C'est radicalement différent comme perspective. C'est exactement ça. Le document insiste beaucoup là-dessus. Ce sentiment d'illégitimité, ce n'est pas une défaillance personnelle. C'est souvent une réponse logique à un système qui, historiquement, a invalidé la légitimité de certains groupes. La croyance limitante devient le symptôme d'une structure sociale, en fait. C'est ça. Alors, face à cette architecture si complexe, ce mélange d'histoire perso et de pression sociale, on fait quoi? On est condamné à être piloté par ce paquebot. Le document parle de différents états d'esprit, des mindsets pour naviguer. Oui, il propose une progression intéressante en 3 niveaux. Le premier, c'est le fixed mindset, l'esprit figé. C'est la croyance que nos talents, notre intelligence, c'est inné. On les a ou on ne les a pas. Voilà. Donc face à un échec, la conclusion est simple. Ah, je suis nul. Point final. La voie sans issue, quoi. Complètement. Le deuxième niveau, c'est le growth mindset, l'esprit de croissance. C'est la conviction que nos compétences peuvent se développer, avec de l'effort, de l'apprentissage. Ah oui, celui de Carol Dweck. Là, face à l'échec, la réaction c'est « je n'ai pas encore réussi, qu'est-ce que je peux apprendre ?» C'est ça. On voit l'échec comme une information. Mais le document va plus loin, c'est ça? Il propose un troisième niveau qu'il nomme le mindset coacholis ou l'expansion incarnée. L'idée, c'est de dépasser le seul plan mental. Il ne s'agit plus seulement de penser différemment. Mais encore. C'est d'intégrer le corps, les émotions et sa souveraineté personnelle. L'expansion incarnée. Honnêtement, ça peut sonner un peu abstrait, non? Concrètement, pour quelqu'un qui vient de se planter, ça veut dire quoi? J'écoute ce que cela révèle en moi. Ce n'est pas un risque de tomber dans la suranalyse. C'est une question légitime. L'idée n'est pas de s'analyser à l'infini. C'est de reconnaître que l'échec, ce n'est pas qu'une info pour le cerveau. C'est aussi une expérience pour le corps. Ça peut réveiller une peur, une tension dans le ventre, une vieille honte. Au lieu d'ignorer ces signaux, cette approche propose de les accueillir, de se demander « Tiens, où est-ce que je ressens ça? Ça me renvoie à quelle croyance plus ancienne ?» D'accord. C'est passer de penser autrement à vivre l'expérience autrement. Voilà, avec toutes ces dimensions. C'est plus holistique. D'accord, je vois.
Si je résume un peu, ce que je retiens, c'est que nos croyances sont moins des pensées claires que des filtres invisibles nés d'émotions logées dans notre subconscient. Et c'est un cocktail complexe de notre histoire perso et des messages de la société. C'est une excellente synthèse. Et la conclusion du document, c'est que le but n'est pas de juger une croyance, de la classer en bonne ou mauvaise. Même une croyance limitante a eu, un jour, une fonction de protection. L'enjeu, c'est de voir si cette fonction est toujours utile aujourd'hui. Et il y a un outil pour ça. Oui, un petit outil de détective assez simple, la boucle CEC. Croyance, émotion, comportement. L'idée, c'est de repérer un comportement automatique, d'identifier l'émotion juste avant et d'essayer de remonter jusqu'à la croyance qui tire les ficelles. C'est un bon outil pratique à garder en tête. Et en lisant la toute fin du document, une idée m'a vraiment interpellé. Il se termine sur des questions pour les coachs à se poser quand la croyance d'un client les fait réagir. Et ça soulève une réflexion finale. Et si la manière la plus éclairante de comprendre nos propres croyances, ce n'était pas de les analyser frontalement, mais d'observer avec curiosité nos réactions face aux croyances des autres. Ce qui nous agace, nous choque ou nous enthousiasme chez eux pourrait bien être le miroir le plus fidèle de nos propres filtres invisibles.